Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, avant de démarrer l'analyse de chacun des articles du RGPD, je vais juste te présenter la table des matières du RGPD. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de comprendre vers où on va et de s'approprier le sujet et de se le dédramatiser par la même occasion. Ce que je suis en train de te présenter là maintenant, c'est le règlement, donc le RGPD, annoté et commenté par l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données. C'est en gros une des associations françaises qui centralise des experts RGPD. Voilà. Il y a celle-ci, il y a l'UDPO aussi, il y en a d'autres. Il y aura peut-être bientôt la mienne, j'espère. Mais voilà, c'est vraiment juste ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va présenter la table des matières pour s'approprier le sujet. Et puis boum chac, on va pas aller beaucoup plus loin. Donc là, on a le petit mot, mais nous, on s'en fiche. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est la table des matières. La table des matières, elle se représente en plusieurs pages. Merci Inès pour cette information, ça valait le coup de la partager. Donc, le RGPD, il faut savoir qu'il y a 11 chapitres. Et je vais juste te présenter globalement les 11 chapitres pour que ça ait du sens pour toi. Le premier chapitre, comme tu le vois ici, c'est un chapitre qui parle de dispositions générales. En gros, c'est le chapitre introduction du RGPD, et ce qui a totalement du sens. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre sur les principes du RGPD. Là, le but, c'est de voir un petit peu plus en profondeur et en détail quelles sont les grandes valeurs, les grands principes du RGPD, quelque part un peu pourquoi on a créé ce document. Dans le chapitre 3, on va voir ici les droits de la personne concernée. Je le dis souvent, et en même temps c'est terriblement vrai, un droit ne sert à rien si personne ne sait qu'il existe et si personne ne sait ce qu'il défend et à quoi il contribue. Donc là, dans ce chapitre 3 du RGPD, on va faire un petit listing des différents droits auxquels on peut prétendre, et aussi, sache bien que si c'est des droits auxquels on peut prétendre nous en tant que consommateurs, toi en tant que dirigeante, fondatrice ou dirigeant et fondateur de ta propre activité professionnelle, sache que ce sont des droits auxquels tu es censé être capable de répondre. Ça veut dire que chacun des droits qu'on va expliquer rapidement, il faut que tu sois en mesure de te dire, est-ce que je suis capable d'y répondre ? Est-ce que je suis capable de les réaliser ? Comment je peux, moi, concrètement dans mon activité, vérifier que si on m'a demandé de supprimer des données, je les supprime partout ? Mais avant de savoir comment les supprimer, il faut savoir où est-ce qu'elles sont rangées. Et c'est là que je te reviens aux premières vidéos YouTube où je te parle de la méthodologie et du plan d'action de la mise en conformité RGPD. Donc en fait, ce chapitre 3, ça te permet de toi savoir en tant qu'humain les droits dont tu bénéficies, et ça te permet aussi toi en tant qu'entrepreneur forcément, ou fondateur ou fondatrice, tout ce que tu veux, de savoir sur quoi on peut venir te chercher, et c'est normal aussi. On va voir aussi, alors attention, je vais scroller un peu vite, le chapitre 4. Le chapitre 4, pour moi, c'est un chapitre fourre-tout, parce qu'on va retrouver plein d'informations. Et ces informations, elles sont divisées en plusieurs sections. Donc le chapitre 4, ici, là, c'est le chapitre qui s'appelle « Responsable de traitement et sous-traitant ». C'est globalement les acteurs du RGPD. Dans la première section qui est ici, on va voir les obligations générales. Ça a du sens. Quand on présente des acteurs, on présente leur rôle et leurs obligations générales. Dans la section 2, on va voir la sécurité des données à caractère personnel. Il faut savoir que l'article 32 est hyper connu forcément comme étant la cybersécurité des données personnelles. Je t'avais dit que protéger une donnée personnelle, ça se faisait en faisant en sorte que la donnée soit accessible uniquement par la personne qui a besoin d'y accéder, et que la donnée soit exploitable uniquement par la personne qui a besoin d'y exploiter. Et bien là, en fait, une fois qu'on a fait cette organisation logique de qui a besoin d'y accéder et qui a besoin de l'exploiter, on va utiliser un cran supplémentaire qui est les outils digitaux, l'hygiène informatique ou la cybersécurité, pour s'assurer que de manière digitale, seule la bonne personne ait accès à l'information et seule la bonne personne puisse l'exploiter. Et donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la section 2 de ce chapitre 4, qui est la sécurité des données personnelles. Dans la section 3, et c'est là que tu vas comprendre que ce chapitre 4 est un chapitre un peu fourre-tout, on va trouver ce qu'on appelle l'analyse d'impact relative à la protection des données et les consultations préalables.
l'analyse d'impact, je t'en ai parlé rapidement, tu te souviens lors des précédentes vidéos, c'est un livrable RGPD. Après qu'on a fait la cartographie de traitement, c'est-à-dire comprendre où étaient les données, ensuite qu'on a fait le registre de traitement, c'est-à-dire comment on utilise les données, on va faire, et c'est logique, c'est ce que je t'avais dit, l'analyse d'impact qui est comment on s'assure qu'en termes de sécurité informatique, on protège la donnée. Quels sont les moyens qu'on met en place, notamment via la sécurité informatique, pour protéger la donnée. Et c'est dans cet esprit-là que s'inscrit cette section 3 sur l'analyse d'impact. Donc un questionnaire supplémentaire pour savoir comment on protège les données personnelles, qu'est-ce qu'on met en place. Donc tu vois, pour l'instant, et c'est pas encore fini, ce chapitre 4 est un peu fourre-tout parce qu'on retrouve dans la première section les acteurs du RGPD, et encore pas tous. Dans une deuxième section, ici, on retrouve la cybersécurité, globalement l'hygiène informatique, et dans une troisième section, un livrable RGPD. Franchement, ça aide pas. Donc là, maintenant qu'on sait ça, on respire un bon coup. On va voir que dans la section 4, alors attention, je vais scroller, voilà, ici. Dans la section 4, on va voir à nouveau un nouvel acteur du RGPD qui est le délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données personnelles, c'est mes consoeurs et mes confrères. Tout comme moi, on est des postures de conseil auprès d'une structure, d'une activité professionnelle. Et dans cette section 4, on va voir comment ça fonctionne, comment on le désigne, quel est son job, quelles sont ses missions. Et après, ça sera fini. Dans la section 5 de ces chapitres 4, on va voir les codes de conduite et les certifications. Ce sont en somme d'autres livrables pour s'assurer de la mise en conformité RGPD et pour aussi surtout ranger son cerveau et rendre la partie RGPD de son cerveau accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via ces documents à un autre humain. Donc en fait, tu vois bien quelque part, alors attention, gros budget, je vais essayer de dézoomer. Yes. Tu vois bien en fait un peu que... Ah non, c'est dans l'autre sens. Ce chapitre 4, qui est ici, là, c'est un chapitre un peu fourre-tout. Parce qu'on a acteur du RGPD avec le responsable de traitement et les sous-traitants à la section 1. Section 2, on a la sécurité des données personnelles, donc l'hygiène informatique ou la cybersécurité. Dans la section 3, ici, on voit bien qu'elles sont un autre livrable RGPD, une analyse d'impact et les consultations préalables. Et on voit, attention, je vais scroller, à la section 4, le délégué à la protection des données, donc un autre acteur, et à la section 5, un autre livrable, les codes de conduite et les certifications. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai décidé du haut de ma tour d'ivoire d'appeler cette section-là, enfin ce chapitre-là, le chapitre un peu fourre-tout. Là, voilà, on clôt le chapitre 4. On va voir aussi maintenant le chapitre 5. Le chapitre 5, c'est la question du transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales. Globalement, dans ce chapitre-là, on va voir comment on peut transférer légalement et proprement des données qui identifient un humain hors Union européenne, au sens large. Et évidemment, il y a le débat avec les outils américains qui sont grandement utilisés parce que grandement compétitifs, performants et tout ce que tu veux. Donc on va voir ça. Dans le chapitre 6, on va voir les autorités de contrôle indépendantes. Ce sont des figures étatiques qui représentent la protection des données personnelles dans chaque pays. Et on va voir comment elles fonctionnent, comment elles sont créées, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont là, etc., etc. Et ça, dans ce chapitre-là, ça permet d'expliquer et de donner un cadre justement pour que chacune de ces autorités étatiques ait le même fonctionnement au sein de l'Union européenne. Ensuite, on va voir ensemble dans le chapitre 7 la coopération et la cohérence de ces autorités de contrôle entre elles. Là, globalement, on va expliquer comment elles fonctionnent entre elles. Et évidemment, c'est logique. On a une envie que ces autorités de contrôle soient solidaires, soient ensemble pour veiller ensemble que chacun des pays nous élève et qu'on protège ensemble les données personnelles au sens large et pas que mieux en France ou mieux en Belgique ou mieux ou n'importe où. On veut vraiment qu'on soit tous s'élever tous ensemble dans la protection des données personnelles. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce chapitre. Dans le chapitre 8, qui est juste ici, on va voir quelles sont les voies de recours, les responsabilités et les sanctions.
En somme, on va voir comment un humain peut demander à exercer un droit lorsque la protection de sa donnée personnelle a été bafouée. Voilà, et là on va expliquer ça simplement à travers des mécanismes juridiques qui sont ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va voir à au chapitre 9, les dispositions relatives à des situations particulières de traitement. On respire un bon coup, on n'a pas peur. Ce qu'on va voir dans ce chapitre 9, c'est les utilisations de données personnelles spécifiques. Spécifiques dans le sens où on les utilise pour une certaine raison. Et dans ce listing de raisons bien encadré, on peut utiliser un peu différemment les données personnelles. Et c'est simplement ça qu'on va voir ici. On va voir par exemple ici qu'on a l'accès du public aux documents officiels. Bon, ben jusque-là, ça a du sens. La liberté d'expression et d'information, ça a du sens. Le numéro d'identification nationale, c'est ton numéro qui est sur ta carte de sécurité sociale. Ça a du sens que ça soit utilisé différemment. Enfin, en France, c'est ta carte d'identité, ton numéro de sécurité sociale, notamment le NIR, qui est très important. Le traitement des données dans le cadre des relations au travail, tout ce qui est activité syndicale, etc., c'est important de faire attention. Et d'autres exemples qu'on verra plus en détail. Chapitre 10, les actes délégués et les actes d'exécution. On verra quand on y sera. C'est déjà pas mal pour cette vidéo. Et ensuite, il nous reste encore normalement ce dernier chapitre, qui est le chapitre 11 avec les dispositions finales. Les dispositions finales, le but c'est de voir un petit peu tout l'écosystème de lois et de règlements ou de dispositions juridiques, voilà, pour faire plus simple et pour s'éloigner de la technique juridique et de la précision juridique. Chapitre 11, dispositions finales, on essaye de comprendre le paysage des dispositions juridiques qui parlent de la protection des données personnelles. Et quand on a vu ça, on a globalement vu, on a totalement vu les 11 chapitres du RGPD. Donc je vais faire un tout petit récap pour que le chemin soit clair. Je sais que cette vidéo est un peu longue et un peu dense, donc évidemment je t'invite à faire des pauses pour soit la revoir, soit à faire des pauses pour intégrer petit à petit chaque chapitre. Mais voilà ce qu'on va faire. Chapitre 1, disposition générale, introduction au global. Chapitre 2, les principes, comprendre quelles sont les valeurs, pourquoi on fait les choses, ce à quoi on se rattache. Chapitre 3, les droits de la personne concernée. Ça sert à rien d'avoir des droits si on ne sait pas qu'ils existent, si on ne sait pas ce qu'ils défendent, si on ne sait pas tout ça. Chapitre 4, responsable de traitement. Tu te souviens, c'est le chapitre un peu fourre-tout, où on explique un petit peu comment on fonctionne et ce qu'il y a des... Alors attends, je vais faire un truc. Chapitre 4, tu te souviens, c'est le chapitre fourre-tout, où on retrouve les acteurs du RGPD avec le responsable de traitement. On retrouve aussi, du coup, la sécurité informatique des données personnelles. On retrouve aussi l'analyse d'impact. On retrouve le délégué à la protection des données personnelles et on retrouve aussi les codes de conduite. Chapitre un peu fourre-tout, mais qui est évidemment indispensable pour bien comprendre le métier. Ensuite, chapitre 5, transfert de données personnelles hors Union européenne. Chapitre 6, autorité de contrôle. Chapitre 7, la cohésion et la coopération entre ces autorités de contrôle. Chapitre 8, où est-ce que je suis ? Chapitre 8, les voies de recours, les sanctions et les responsabilités pour pouvoir exercer nos droits. Chapitre 9, les dispositions spécifiques liées à des utilisations de données personnelles spécifiques. Chapitre 9, les actes délégués et les actes d'exécution. Et chapitre 10. Non, j'ai bugué. Ouais. C'est chapitre 10, les actes délégués et les actes d'exécution. Et c'est chapitre 11, les dispositions finales avec l'écosystème au global de la protection, des dispositions juridiques de la protection des données personnelles. On a atteint les 15 minutes. Je pense que c'est beaucoup d'informations pour une vidéo. On respire un bon coup, on la revoit quand on a besoin. Et puis j'espère te retrouver dans la prochaine où on va démarrer du coup l'article 1 du RGPD. Bye.